Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du livre que je tiens. Ici, il s'agit de L'art d'avoir toujours raison de Arthur Schopenhauer. Cela peut paraître étonnant, mais quand j'ai commencé la lecture, ce livre était un des premiers que je voulais lire, et d'ailleurs c'est un des premiers que j'ai lu. Et pourquoi cela ? Eh bien parce que je me rendais compte que dans des débats avec des amis, la famille, des professeurs ou autres quand j'étais aux études, il n'y avait pas de réel débat, seulement des monologues interposés. Et dans ce livre, si je dois le résumer, et je ne vais pas aller très loin en fait, je ne vais pas en dire grand chose parce que ce livre m'a déçu. Et oui, j'en parle mais il m'a déçu. Pourquoi ? Parce que moi je pensais que Arthur Schopenhauer allait nous parler du pourquoi. Et dans un débat, on ne cherche pas à avoir raison, on cherche juste à convaincre son adversaire. Quand bien même on peut se rendre compte, qu'on a en fait tort. Mais dans son livre, lui, Schopenhauer, il va simplement nous expliquer comment obtenir raison sur son adversaire. Il va donner 38 stratagèmes exactement pour convaincre son adversaire, même si on a tort. Ce qui veut bien dire que il ne cherche pas à créer un débat, il ne cherche pas lui-même à se dire quand il y a un débat, tiens, je peux avoir tort ou l'autre peut avoir tort. Il veut juste le convaincre, il veut juste qu'à la fin, il remporte le débat, ce qui montre bien qu'au final, le sujet lui-même n'est pas intéressant. L'objectif est simplement d'avoir raison. Et c'est pour ça qu'il m'a assez déçu, parce qu'il ne cherche pas à analyser le pourquoi on cherche autant à avoir raison. On va donc passer directement à une section où je vais parler un peu de ce que je remarque aujourd'hui, et qui était du coup le cas déjà en 1831 à l'époque du livre de Arthur Schopenhauer. C'est qu'aujourd'hui, vous vous êtes sûrement rendu compte dans un souper entre familles, ou avec des amis, ou peut-être quand vous écoutez des débats politiques, ou vous allez sur Twitter, ou X, excusez-moi, ou n'importe quoi, qu'il n'y a pas de réelle discussion. C'est des monologues interposés, comme j'aime bien le dire, où simplement chacun, on cherche à avoir raison sur l'autre. Et de temps en temps, vous avez tort, vous vous rendez compte qu'on vous met en face des yeux que 2 plus 2 c'est égal à 4, alors que vous défendez depuis le début que c'est égal à 5. Mais, bizarrement, vous n'allez pas dire, tiens, tu as raison, j'ai tort. Et aujourd'hui, je pense que vous avez déjà tous été dans un repas familial où vous vous rendez compte qu'il y en a un autour de la table qui lâche un truc et tout le monde le regarde un peu bizarrement, le gars a particulièrement tort, etc. Et vous aurez beau discuter avec lui, il ne voudra jamais admettre qu'il a tort. Dans des débats politiques, c'est pareil, vous avez X personnes autour d'une table, chacun se tape dessus en envoyant ses meilleurs arguments, et pourtant aucun d'eux ne va dire à un moment donné ouais, peut-être que je dois revenir sur ce que je disais et qu'il faudrait peut-être adapter ce que je pensais. Vous n'aurez jamais ça. Vous aurez toujours des monologues interposés où le seul objectif est de convaincre l'autre et de lui dire tu vois, j'ai raison, et quand bien même tu vas lui dire des trucs complètement absurdes, ton seul objectif à toi, c'est de lui faire dire que tu as raison parce que c'est trop difficile pour toi d'admettre que tu as tort. Et donc je vais passer directement à ma troisième section, le pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est si dur d'avoir tort ? Pourquoi est-ce que déjà en 1831, à l'époque de ces livres, et toujours aujourd'hui, eh bien simplement, nous, humains, on refuse d'avoir tort. Et alors j'ai fait quelques recherches de mon côté, mais j'y ai réfléchi moi aussi, et j'en suis revenu à une conclusion personnelle qui était de me dire, au final, la meilleure époque qu'on a dans notre vie pour admettre qu'on a tort, c'est quand on est enfant. Je ne parle pas de l'adolescence. Dans l'adolescence, on est toujours à l'école, on est là pour apprendre, mais des fois, vous savez comment c'est, déjà dans la cour de récré, vous ne voulez pas avoir tort en face de vos amis. Et ça commence comme ça, vous apprenez toujours en classe, mais vous commencez déjà à être têtu. En réalité, le meilleur moment, c'est quand vous êtes vraiment enfant, que vous avez 8, 9, 10 ans, je ne sais pas, et que vous n'êtes pas encore assez là pour avoir un vrai avis et avoir une vraie opinion, et à ce moment-là, on peut vous convaincre que vous avez tort parce que c'est le moment où vous avez le plus à apprendre. Mais quand vous êtes adulte, bizarrement, vous avez ce truc où c'est comme si, je sais pas, vous êtes sorti de l'école, vous n'avez plus rien à apprendre, vous êtes dans votre monde du travail où là, des fois, vous avez encore à apprendre, on peut encore vous taper éventuellement sur les doigts, et en dehors de ça, c'est comme si non, je ne veux plus rentrer dans une discussion, je veux te montrer que j'ai raison,
peut-être par ego. Je pense que l'ego joue énormément là-dedans. Pourquoi ? C'est difficile à savoir. Qu'est-ce qui nous blesse autant dans le fait de juste dire à quelqu'un, dans un débat, ok gars, je t'ai bien entendu, moi je pensais A, mais tu m'as montré B, et effectivement je pense que tu as réellement raison. Qu'est-ce qui nous empêche dans notre ego personnel d'admettre ce tort-là ? Et quand j'y réfléchis, je me dis qu'il y a aussi une question d'apprentissage. Je pense qu'on vit dans un monde où l'apprentissage se perd au fur et à mesure qu'on grandit. Et il y a ce truc, moi j'ai toujours considéré qu'on mourait réellement, que lorsqu'on arrêtait d'apprendre. C'est comme si c'était la fin de notre vie. En fait, quand tu arrêtes d'apprendre, ça veut dire que tu arrêtes d'évoluer, tu arrêtes simplement de pouvoir grandir d'une manière ou d'une autre. Et je pense que on a du mal à se remettre en question et on a du mal à continuer à apprendre à travers le temps. On peut apprendre sur certaines choses, mais dans un débat, si on accepte qu'on a tort et qu'on apprend d'une personne, c'est comme si on se montrait inférieur à lui. Et je pense que dans notre esprit, il y a ces choses-là. Qui plus est, on a tous des blessures intérieures où on a besoin de se prouver, on a besoin de se montrer, on a besoin de montrer qu'on vaut quelque chose. Et inconsciemment, je pense qu'on se dit que si on a tort, si on admet avoir tort sur un débat, quel qu'il soit, on a l'impression de se montrer stupide. Moi, je ne le crois pas. Est-ce que vous avez déjà été dans un débat, un vrai débat avec une personne et que, je sais pas, le débat il a duré depuis déjà un moment et puis le gars vous dit « Attends, stop, je pensais à un, mais tu m'as convaincu. Et en vrai, tes arguments, ils sont bons. » Est-ce que franchement, si quelqu'un vous dit ça, vous vous dites « Ok, t'as l'air stupide ». Je crois pas. Je crois qu'au final, vous vous respectez même et vous appréciez et vous apprécierez d'avoir une telle personne devant vous. Mais c'est quelque chose qu'on fait trop peu rarement. Je pense que beaucoup de couples se déchirent pour ça. Beaucoup d'amitiés peuvent se déchirer comme ça. Et dans notre vie de tous les jours, que ce soit dans le travail ou en dehors, c'est quelque chose de très compliqué qui nous pose de réels problèmes en beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce cas-là ? Une fois avoir parlé du pourquoi, je dirais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour admettre ses propres torts et faire admettre les torts à une autre personne. Alors j'y réfléchis. Si on voulait changer ça, qu'est-ce que vous et moi on devrait faire ? Alors peut-être il faut, quand vous avez un débat, organiser une discussion. Vous organisez, vous dites à la personne, voilà, on va commencer, on va chacun dire nos avis, on va écouter les arguments de l'autre et on va essayer de rétorquer. Et on va ouvrir la porte à une remise en question, ouvrir la porte aux arguments de l'autre, donc l'écouter, ce qu'aujourd'hui on ne fait plus. Vous serez bien d'accord avec moi, je pense qu'aujourd'hui tout va vite, on n'écoute plus son interlocuteur. On pense déjà dans notre tête à notre prochain argument, pendant que l'autre, il est simplement en train de nous dire que notre argument précédent, il était peut-être pas si bon que ça. Et ça, c'est un réel problème et il faut être ouvert à la discussion. Je pense qu'il faut aussi poser des questions ouvertes à l'autre personne. Poser des questions où on lui dit, ok, tu penses ça, concrètement, pourquoi tu penses ça, qu'est-ce que tu t'imagines ? Et est-ce que pour toi, c'est aussi valable sans nuance, ce que tu me dis ? Est-ce que ce que tu me dis, voilà, c'est innuançable et que peu importe les conditions, 100% du temps, c'est comme ça ? Ou est-ce que tu admets qu'il y a parfois des petites ouvertures ? Je pense que planifier une discussion, une réelle discussion, ça peut aider avec une réelle écoute pour remédier un peu à ce côté-là de débat, de monologue interposé. Mais je passe directement à ma dernière section qui va être l'évolution des mentalités. Je vais un peu casser ça. Est-ce que pour le futur, on peut voir une évolution et la fin de ce genre de monologue et comme c'était déjà le cas en 1831 avec Arthur Schopenhauer, est-ce que dans le futur, on peut imaginer qu'il n'y aurait plus ces discussions-là où on chercherait simplement à convaincre l'autre sans se remettre en question soi-même ? Je pense qu'il y a quand même des choses positives qui se dessinent. On voit quand même aujourd'hui une partie du public qui parle beaucoup de remise en question, de comment on faisait précédemment, comment on fait maintenant, et
où il y a cette envie de revenir à des débats plus interactifs et plus respectueux. Sur les réseaux, il y a vraiment différentes mentalités. Vous avez Twitter où on va chercher simplement à dire à l'autre « écoute, tu as tort » et on ne va pas réfléchir plus loin. Mais d'un côté, tu as une partie de la population qui remet en question tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant et qui veut réellement changer les choses. C'est bien. Maintenant, faire ce que je disais à mon point 4, ça veut dire que quand vous avez un débat, une discussion, il faut organiser le truc, etc. Dans la vie de tous les jours, c'est infaisable. Vous n'allez pas le faire à chaque fois. Vous le ferez peut-être une fois quand vous voulez avoir un vrai débat entre potes. Ou voir en couple, vous allez organiser une belle discussion pour essayer d'ouvrir quelque chose. Mais vous le ferez absolument jamais à chaque fois. C'est impossible. Est-ce que les mentalités peuvent du coup changer avec une jeunesse d'aujourd'hui qui remet les situations en face des yeux de tout le monde et qui dit écoutez, pendant des générations ça a été comme ça, maintenant on veut que ce soit comme ça. Est-ce que réellement on peut voir une évolution positive pour la suite? Honnêtement, je pense que l'humain il ne changera pas. Il ne changera pas fondamentalement. Oui, on remet certaines mentalités en question, mais ça ne change pas que soi-même, envers soi-même, on soit prêt à se remettre en question. Si aujourd'hui on remet l'éducation des gens en question, ok, moi je vais remettre l'éducation des gens en question, mais qu'est-ce qui va me dire que si moi je mène un débat qui parle de ça, une personne va venir me donner des arguments interposés, pourquoi est-ce que je l'écouterais? Qu'est-ce qui va faire que je l'écouterais? Je pense que c'est intrinsèquement envers nous-mêmes qu'on doit changer ça, et je pense que l'humain, il a beaucoup de facultés, mais il a peut-être des limites. Et les limites qu'on peut tracer envers les époques, c'est peut-être cette remise en question. L'humain pensera toujours avoir raison et il n'a pas le choix. Parce que d'une certaine manière, je veux dire, on se forme et on vit en grandissant sur ce qu'on a acquis et sur ce qu'on pense être juste. Parce que dans notre vie, on doit prendre des décisions. On doit foncer. Par moments, on doit foncer. Et ça, eh bien, je pense que tous autant que nous sommes, il y a des sujets sur lesquels on est totalement prêt à se remettre en question et d'autres sujets sur lesquels on ne le fera absolument jamais. Et montrer à son adversaire qu'on a tort, eh bien, c'est peut-être possible certaines fois, mais je pense que c'est pas possible à chaque fois. Moi-même, je suis certainement pas parfait sur ce sujet-là. Alors, j'en termine avec cette vidéo. C'est une petite vidéo de discussion, de suggestion sur un sujet qui me tenait à cœur, sur ce fameux livre, L'art d'avoir toujours raison, que j'ai lu à l'époque, comme j'ai dit, et qui m'a déçu, mais je vous encourage à le lire si ça vous intéresse, d'avoir un gars qui, sur 70 pages, vous envoie 38 stratagèmes où il essaye de vous montrer comment on peut convaincre un adversaire. Je ne vous dis pas qu'il est mauvais pour autant, mais voilà, c'était une piste de réflexion, et je voulais dire aussi que ce sujet, si vous allez voir sur ma chaîne, j'ai déjà fait une vidéo où j'en parlais. Et cette chaîne, elle est toujours en train de suivre son cours, elle est toujours en train de chercher son format et j'essaye de faire au mieux et de m'améliorer petit à petit, mais elle est certes pas encore parfaite. Et j'ai tourné une première vidéo sur ce sujet, qu'honnêtement je ne vous encourage pas à aller voir, mais que je vais laisser sur ma chaîne parce qu'elle me permet à moi de retracer l'évolution de ma chaîne, mon évolution personnelle et tout ce que j'ai appris et tout ce que j'apprends vidéo en vidéo, pour proposer du contenu meilleur, on va dire plus qualitatif. Et je peux vous jurer que c'est pas facile. On a toujours peur d'être ridicule, mais je fais ce que je peux. Donc voilà, je vous encourage à éventuellement vous abonner à cette chaîne. Ça me donnera un peu de perspective de voir que certaines personnes peuvent apprécier mon contenu. Et je vous promets d'essayer de continuer à m'améliorer à travers le temps. Je vous encourage à peut-être liker la vidéo. C'est pas pour le référencement ou quoi, vous avez sûrement plein de youtubeurs qui vous demandent de liker pour le référencement. C'est plus pour moi personnellement, pour me dire ok, il y a des gens qui apprécient ce que je fais. Ça va m'encourager à continuer à progresser. Et voilà, j'essaye de faire au mieux. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'en profite aussi pour dire que cette chaîne est disponible en podcast. Je tente de poster régulièrement, j'essaye de faire 2 vidéos par semaine. Et je vous souhaite une bonne journée et peut-être à une prochaine.